Donc j'ai le plaisir de vous présenter Marc Barthélémy, qui est directeur de recherche à l'IPHT, Institut de physique théorique, à Saclay, et membre associé au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'École des hautes études en sciences sociales. Ses travaux portent sur la physique statistique des systèmes complexes, des réseaux complexes. Il s'est particulièrement intéressé ces dernières années aux réseaux et systèmes urbains, à l'organisation spatiale des villes, l'optimisation des transports en commun, la propagation de la chaleur, disons l'organisation en général, la structure et la dynamique des villes. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Alors depuis longtemps, bien avant le Covid, il s'est aussi intéressé à d'autres réseaux, la propagation des épidémies, l'effet des interactions et des mouvements humains, des transports, sur leur propagation. Récemment, il s'est intéressé à l'impact du réseau transport et déplacement sur le Covid en Chine, par exemple, et les conséquences du Covid sur la structure du réseau des compagnies aériennes, l'effet des interactions, des collaborations entre les différentes compagnies aériennes. Alors, ce que j'ai retenu quand on avait commencé à prendre contact, c'est que dans les analyses statistiques qu'il fait, la fluctuation est plus importante que la moyenne. Enfin, je ne sais pas si j'ai retenu les bonnes choses. En particulier, je suppose que tu vas parler du R0 et que les fluctuations du R0 jouent un rôle aussi important que la moyenne. Ouais, c'est ce que j'avais compris et j'aurais peut-être des questions à poser là-dessus déjà. Et donc, quand on avait pris contact en juillet, tu m'avais dit que tu n'étais pas pessimiste, pas optimiste pour la suite. Donc, cette conférence est d'autant plus intéressante par son actualité et dans l'environnement actuel où tout le monde a un avis, le point de vue du physicien va certainement être passionnant. Donc, voilà le point de vue du physicien. Merci Marc. Merci, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, juste un petit mot, c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur les réseaux quand j'ai fait un postdoc chez Gene Stanley à Boston il y a longtemps. On a commencé à travailler sur les réseaux. Et c'est par les réseaux que j'en suis venu à l'épidémiologie, parce qu'on s'était intéressé au réseau des lignes aériennes, qui était naturellement le vecteur de propagation des pandémies. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à travailler sur l'épidémiologie. Après, j'en suis venu au système urbain, mais aussi à travers les réseaux. Finalement, les réseaux m'ont guidé là, depuis 20 ans sur tout un tas de sujets différents. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler des différents modèles utilisés en épidémiologie. Alors, ce ne sera pas revu, le mot n'est peut-être pas tout à fait exact, c'est plutôt une sélection de sujets, et c'est du point de vue du physicien surtout. Donc, j'ai essayé de sélectionner une manière de parler, des sujets qui parlent aux physiciens. Donc, ce n'est pas une conférence grand public, ce n'est pas une conférence spécifiquement dédiée au Covid, j'en parlerai à la fin, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se fait, ce que les épidémiologistes actuels font, qui sont en partie des physiciens. D'ailleurs, je pense à Victoria Kolitza, qui est une physicienne qui était en postdoc avec nous il y a quelques années aux États-Unis, qui est maintenant à l'INSERM. Donc, il y a beaucoup de physiciens qui travaillent maintenant sur ces sujets avec des modèles plus ou moins élaborés, mais dont la base, que je vais présenter ici. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est vous donner un peu si vous ne le connaissez pas, les clés, les éléments de base, les modèles de base qui vous permettront, si vous avez envie, de voir des papiers qui sortent en ce moment. Sachant que les papiers qui sortent en ce moment sur le Covid, comparé à la théorie, c'est toujours un peu plus sale. Il faut mettre les mains dans le cambouis un peu quand on veut faire des prédictions de ce qui se passe vraiment. Mais au moins, il y a une espèce de vocabulaire et des modèles de base. Et c'est de ça dont je vais essayer de parler aujourd'hui. Alors, et donc, je voulais aussi ajouter, si vous avez des questions pendant le séminaire, n'hésitez pas, je serai content d'essayer de répondre. Donc, après une introduction assez bref, je vais vous parler des modèles, ça c'est inévitable, des modèles de base, et avec un certain nombre de propriétés importantes, le seuil épidémique, le R0, et surtout ces modèles de base, comment une épidémie se propage sur un réseau. Ça c'est la chose vraiment importante, et quel impact a la structure du réseau sur la propagation d'épidémies, et sur les stratégies d'immunisation. Est-ce qu'on peut vacciner n'importe comment, ou au hasard, ou pas, et ou est-ce qu'il faut s'adapter à la structure du réseau? Et dans une deuxième partie, je vous parlerai plus précisément des modèles vraiment de pandémie qui se propagent d'un pays à l'autre via essentiellement le réseau des lignes aériennes. Et est-ce qu'on peut, par exemple, calculer le seuil, l'équivalent du R0, mais pour une pandémie? C'est-à-dire quand est-ce que la pandémie se propage dans le monde entier? Voilà. Et donc je vous présenterai un petit calcul, un petit modèle qui permet de dire des choses là-dessus.
Et je finirai évidemment avec quelques remarques sur le Covid-19, même si j'ai travaillé que partiellement dessus. J'ai participé à un modèle agent centré sur certaines parties sur le Covid, mais je n'ai pas lu toute la littérature sur le Covid, donc je ne prétends pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Je le dis à l'avance. Alors, tout d'abord, en guise d'introduction et de généralité, il y a différents niveaux de modélisation de l'épidémiologie. Et essentiellement, ce qu'on voit dans les textbooks classiques, c'est vraiment le premier modèle où on imagine on suppose que tous les individus sont en contact avec tout le monde. Donc c'est vraiment la notion de champ moyen, l'environnement est le même pour tout le monde, on interagit avec tout le monde. Alors ça, évidemment, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de structure, mais ça permet de faire des calculs. Et donc c'est une grande partie de l'épidémiologie depuis les années 50 jusqu'à 2000, c'est vraiment développé sur ce paradigme en essayant de faire des calculs, pas toujours faciles. Alors, si on veut avancer un petit peu, on peut mettre un peu de structure. La structure sociale ou la structure en âge, par exemple, et on verra, j'en parlerai brièvement, pour le Covid-19 en particulier, c'est important de décrire les classes d'individus par leur âge, parce que finalement, selon l'âge, on ne réagit pas de la même manière, on n'est pas aussi contagieux, etc. Donc, on ne peut pas supposer, dans un modèle simple de Covid, que tout le monde, quel que soit l'âge, réagit de la même manière. Donc on peut ajouter un peu de structure. Et idéalement, on a même, ça va être un peu le sujet aujourd'hui, on a même ce qu'on appelle le réseau de contact. Alors le réseau de contact, c'est un réseau, définition assez simple, les nœuds sont les individus, et le lien désigne la possibilité pour une maladie infectieuse de se propager d'un individu infecté à un individu sain. Donc c'est évidemment, si on connaissait ça, on pourrait on pourrait beaucoup plus facilement modéliser la propagation d'un virus, mais c'est évidemment un réseau qui résulte de toutes les interactions entre individus, de tous les déplacements, et donc c'est en général quelque chose qu'on n'a pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Covid, il y a quelques tentatives de mesure de ce réseau dans certaines villes. Par exemple, il y a eu une tentative récente, un papier qui est paru sur Archive pour la ville de Mexico, où, à l'aide de la téléphonie mobile, on essaye de reconstruire ce réseau pour une grande partie de la population. Alors, maintenant, à une échelle... Alors ça à la limite, il faut faire attention à l'échelle. Ça serait à l'échelle d'une ville, peut-être d'un pays, pas complètement évident. Mais si on veut regarder la propagation maintenant à une échelle plus grande entre des pays, là, il faut distinguer un peu les échelles. Et c'est les modèles les plus utilisés sont ce qu'on appelle le modèle de métapopulation, j'en parlerai dans la deuxième partie, où on suppose que les pays ou les villes, les aires urbaines, sont reliés par le réseau des lignes aériennes, et ensuite on décrit ce qui se passe à l'intérieur des villes d'une autre manière. En général, ce qu'on fait d'ailleurs, c'est une espèce d'approximation homogène de champs moyens à l'intérieur de chaque ville, et on décrit un peu plus précisément la structure du réseau qui relie ces villes. Donc là aussi, il y a différentes échelles, mais ça permet de modéliser la propagation de la pandémie, et c'est ce qui est encore largement utilisé à l'heure actuelle. Enfin, il y a alors j'en parlerai assez peu, il y a pas tout à fait un nouveau venu, mais les modèles à agents centrés, où là on essaye de décrire vraiment le détail des individus, donc c'est une espèce de simulation de Sims, où les individus se déplacent, etc., interagissent entre eux, se transmettent la maladie. Donc ça pose évidemment un grand nombre de problèmes, mais comme en physique, les simulations très précises, où on essaye de simuler chaque molécule interagissant, ça pose un grand nombre de problèmes. Mais on connaît quand même de plus en plus de choses sur la statistique des déplacements. Donc ce genre d'approche peut être prometteuse, parce qu'on sait mieux maintenant comment les gens se déplacent, à quelle probabilité, quelle distance, etc. Donc il n'est pas exclu de voir ces modèles devenir de plus en plus importants. Alors voilà le tableau en général, et donc pour se faire une idée très vague, donc ça c'est des choses que vous avez dû voir un certain nombre de choses. Si on regarde le nombre d'individus nouvellement infectés, donc ce n'est pas le nombre total d'individus infectés, en général on a pour une épidémie, quand ça se passe mal, on a ce genre de choses. Donc on a au début toute une phase un peu stochastique, aléatoire, on a un nombre fluctuant d'individus nouvellement infectés,
Et quand l'épidémie, alors on va voir à quelles conditions, quand elle démarre vraiment, on a cette espèce de propagation, en général exponentielle, et pour arriver à un certain moment à ce qu'on appelle le pic épidémique, hein, un niveau de saturation, où ensuite l'épidémie ne peut plus se propager vraiment dans la population et le nombre d'individus nouvellement infectés. Alors c'est ce qu'on appelle aussi l'incidence, ou en anglais c'est attack rate. Donc c'est vraiment le nombre d'individus pour une durée donnée par jour ou par semaine nouvellement infectés. Ce n'est pas à confondre avec le nombre total d'individus infectés, que j'appellerai dans la suite I de T. Ça c'est vraiment la somme, c'est tous les individus infectés à un temps T. Ce n'est pas pareil que le taux que l'incidence. Hein. Et en général aussi, pour fixer les idées, on parle des individus susceptibles. C'est donc des individus sains qui peuvent attraper la maladie infectieuse dont on parle. Donc voilà en gros le schéma. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent. Là, c'est quand est-ce que cette phase un peu de petite fluctuation va donner lieu à une épidémie ? Quelles sont les conditions pour le démarrage d'une épidémie ? Donc on va voir que selon la structure des interactions, on a des conditions différentes. Et en général, il faut que l'épidémie soit suffisamment contagieuse. Et ça se traduit aussi par ce fameux R0 qui doit être plus grand que 1. Bon. Voilà aussi, pour continuer dans les généralités. Alors, les modèles les plus simples, puisqu'il faut commencer par ça, c'est ce qu'on voit dans la littérature. Alors, il y a quand même un déchaînement sur Archive de publications sur le sujet. Il semblerait qu'une grande partie de physiciens, statisticiens surtout, ont utilisé leur temps libre confiné pour faire ce genre de modèles. Alors, ce sont des modèles très très simples et qui reposent, on va voir, sur une approximation qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on suppose que tous les individus ont à peu près la même propriété. C'est-à-dire que tous les infectés, on décrit les individus infectés par un nombre I, bon, voilà, qui les compte, mais on les met tous dans le même compartiment, ça s'appelle compartmental model. On suppose, donc on néglige les fluctuations d'individu à individu quand on écrit ça. Pareil pour les individus susceptibles. Alors, les grandes familles de modèles, alors il y en a plus, hein, je vous donnerai, en fait, ce n'est pas des modèles aussi simples qu'on utilise pour décrire le Covid, hein, mais ça c'est vraiment la base. Et on a deux grandes familles, essentiellement, c'est SIS ou SIR, qui décrivent finalement le cycle qu'un individu peut suivre, c'est-à-dire qu'au début, il est sain. S'il rencontre un individu infecté, il a une probabilité par unité de temps qu'on note lambda, de devenir infecté lui-même. Et ensuite, avec une probabilité mu par unité de temps, donc 1 sur mu, c'est finalement le temps moyen pour revenir à un état sain. Donc pour ce type de maladie, il redevient susceptible, donc il peut attraper de nouveau la maladie. Donc il y a pas mal de maladies, par exemple des maladies récurrentes ou qui changent d'une année à l'autre, comme la grippe, qui n'est pas la même chaque année, qu'on peut rattraper. Le Covid, malheureusement, il semblerait que pour certains individus, en tout cas, la durée d'immunité n'est pas très très longue, donc on n'est pas parfaitement immunisé, même si on l'a attrapé. Bon. Mais on aimerait bien quand même décrire quelque chose comme le Covid par un modèle SIR, où là, l'individu infecté, avec un certain temps moyen de l'ordre de 1 sur mu, devient, alors c'est R, c'est pour removed, c'est les individus sains ou immunisés. Ou dans le pire des cas, morts, mais dans tous les cas, ils ne jouent plus tellement dans la propagation de l'épidémie, ce qui n'est pas toujours vrai, puisque par exemple pour Ebola, les individus malheureusement décédés contribuent à la propagation, et c'est surtout lors des enterrements d'ailleurs que la propagation d'Ebola se continuait. Bon. Mais, donc ça c'est le modèle SIR. Donc là on suppose qu'on a une immunité et on ne peut plus attraper, du coup on bloque, une fois qu'on l'a attrapé, on va bloquer dans le système la propagation de la maladie. Et s'il y en a suffisamment, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Il y a un moment, d'une certaine manière, le nombre d'individus immunisés percole et bloque la transmission de la maladie à d'autres personnes. Alors le modèle le plus simple, évidemment, c'est tout au début, qui est valable au début de l'épidémie, surtout, c'est on regarde comment, à partir, si on met un individu infecté dans une population saine, comment ça se propage. Ça, c'est le modèle SI, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse même pas à ce qui se passe dans la suite. C'est vraiment, ça, c'est le modèle le plus simple et qui permet de décrire ce qui se passe au début, finalement, de l'épidémie. Donc voilà les modèles les plus simples. Et on peut du coup se poser des questions, qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation? Alors d'abord, regardons sur le graphe complet, on suppose que tout le monde interagit avec tout le monde. Donc essentiellement, on a, si vous avez I infecté, vous prenez un individu, par exemple susceptible,
il est potentiellement en contact avec les I infectés dans la population N. Et la probabilité, du coup, que cet individu soit infecté par au moins, attrape la maladie par au moins un des individus infectés, c'est donc 1 moins la probabilité qu'il ne soit pas infecté, qui est 1 moins lambda dt. Je vous rappelle, lambda, c'est la probabilité par unité de transmettre la maladie. Donc lambda dt, c'est la probabilité de passer la maladie d'un infecté à un susceptible pendant dt. Et donc 1 moins lambda dt, c'est la probabilité de ne pas le transmettre. À la puissance i, ça veut dire qu'aucun des individus infectés ne lui a transmis. Et 1 moins, c'est le calcul classique en stats, c'est la probabilité qu'il y ait au moins un individu infecté qui ait transmis la maladie. Et fois la probabilité d'être S sur N, qui est la probabilité que l'individu soit susceptible. Donc ça, c'est la probabilité d'infection d'un susceptible et qu'il l'attrape dans cet environnement où il est connecté à tout le monde. C'est ça qui va changer, évidemment, quand on a un nombre limité de contacts. Et ça, c'est vraiment l'approximation la plus simple dans le graphe complet où tout le monde est mélangé. Et donc ça, à petit dt, ça se comporte comme lambda SI sur N. Cette espèce de loi d'action et de masse, on a le produit susceptible fois infecté. Et ce qu'il faudrait faire en principe, et ça on ne le voit pas beaucoup, c'est que ça c'est la probabilité d'infection. Mais le nombre d'infectés et le nombre de susceptibles sont des variables aléatoires. Et donc en principe, alors je ne parle pas de ça dans des séminaires de vulgarisation, mais pour des physiciens, la chose vraiment la plus naturelle à écrire, c'est un processus de vie et de mort, finalement, où on passe, si on a I infecté et S susceptible, on peut passer de IS à I plus 1, S moins 1, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui va s'infecter, avec ce taux, cette probabilité par unité de temps, qui est lambda SI sur N, que je viens d'écrire. Et en même temps, on a une probabilité de guérir avec un taux mu I, c'est-à-dire passer de IS à I-1, S plus 1. Donc c'est ça qu'il faudrait écrire. Et du coup, la quantité vraiment importante, vraiment intéressante, la quantité de base, même dans tous ces modèles, c'est la probabilité, alors si vous la voyez ici, c'est la probabilité que le nombre d'infectés à un temps t égale à I. Voilà. Et alors pour le modèle SIS, j'aurais dû le dire tout à l'heure, on n'a que deux variables, S et I, mais qui sont corrélées. C'est-à-dire que la somme des susceptibles plus la somme des infectés, c'est la population totale. Donc si vous connaissez I, vous connaissez S. Ce n'est pas vrai pour SIR, puisque là, on a trois populations. S plus I plus R va être la population totale. Donc il faut en connaître deux pour avoir le troisième. Mais dans SIS, c'est très simple, on n'a qu'une seule variable. Donc si vous connaissez la probabilité d'avoir un nombre d'infectés égal à I, à un instant t, ben on sait tout. Et il faut écrire une espèce d'équation maîtresse pour cette quantité. La variation temporelle de cette probabilité, ben c'est essentiellement ces taux d'avoir I-1 fois la probabilité d'être à I-1, c'est-à-dire qu'on va passer de I-1 à I. Là, de la même manière, on va passer de I plus 1 à I. C'est le terme qui correspond à la guérison d'un individu. Et puis moins ce terme-là fois FI, qui correspond donc à l'infection ou à la guérison. Et puis on a des conditions initiales. Oui. Ici, c'est cette... Oui, j'aurais dû... Ah, je ne l'ai pas noté. Lambda I, c'est cette chose-là. Et mu I, c'est cette chose-là. Donc on a vraiment le processus de vie et de mort avec des taux non linéaires. Donc c'est ça qu'il faut résoudre. Voilà. Si vous voulez tout savoir, alors dans cette approximation-là, mais sur les effets stochastiques, les fluctuations, etc., dans votre système, c'est ça qu'il faut résoudre pour un modèle même le plus simple, SIS. Bon, évidemment, on le voit très rarement, ça c'est discuté dans la plupart des bouquins d'épidémiologie mathématique, mais ce n'est pas ce qu'on voit en général dans tous les papiers qui parlent des modèles SIR et SIS. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a cet aspect stochastique. Alors, je continue là-dessus. Et du coup, comme les taux sont non linéaires, si vous voulez écrire l'équation pour le premier moment, par exemple la moyenne du nombre d'infectés, on tombe sur un problème classique qui est que les équations ne sont pas fermées. On a la variation de la moyenne qui fait intervenir le second moment, et ainsi de suite. Donc les équations ne sont pas fermées. Du coup, c'est vraiment quelque chose de compliqué à résoudre. Je vais vous donner une solution tout à l'heure approchée, mais on ne sait pas le résoudre en général. Donc, alors numériquement, c'est très facile et vous pouvez vous amuser avec ce genre de système, de faire des simulations, vous verrez des fluctuations, etc. Mais pour comprendre toutes ces fluctuations, c'est vraiment ça qu'il faut résoudre et pas les équations habituelles.
pour retomber sur les équations habituelles qu'on voit un peu dans tous les papiers, en fait, il faut négliger les fluctuations du nombre d'infectés. C'est-à-dire qu'on va supposer que le second moment, c'est en gros le premier moment au carré, et je vais appeler ça I au carré. Dans ce cas-là, si on néglige les fluctuations, on retombe sur cette équation qui est l'équation habituelle qu'on voit dans tous les papiers de SIS, et pour le coup, qu'on sait résoudre. Et là, une fois que, je viendrai un peu plus tard à la solution de cette chose-là, mais une fois que vous avez I, on a S, donc là on peut écrire I de T, S de T, mais on n'a plus de fluctuation du tout. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle de la moyenne, parce qu'en général, beaucoup de gens oublient un petit peu, ce n'est pas l'équation de base de SIS en fait. Alors, et on utilise aussi cette équation parce qu'on ne sait pas faire grand-chose sur les graphes. Je parlerai de ça la suite. Alors, je vais juste vous donner un résultat qui est quand même intéressant, c'est que au début de l'épidémie, le nombre d'infectés n'est pas très grand. Du coup, l'approximation habituelle, c'est que I sur N, N c'est la population totale, et I sur N est assez petit. Donc le taux d'infection non linéaire dont je parlais tout à l'heure, le lambda SI sur N, quand I est petit, c'est essentiellement lambda I. Donc on néglige au premier ordre ce terme en I sur N. Et du coup, là, on sait résoudre. On sait résoudre l'équation pour la probabilité d'avoir I infecté à l'instant T. Alors c'est assez intéressant parce que, alors, on sait résoudre, c'est un peu pénible, hein, on utilise des fonctions génératrices, etc. Ce n'est pas un calcul complètement trivial, mais c'est un calcul, disons, classique de physique stat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder la probabilité que le nombre d'infectés soit nul. Donc que l'épidémie s'arrête en fait. Si à un moment votre espèce de marche aléatoire passe à 0, elle reste à 0, puisqu'on n'a plus d'infectés. Donc c'est un état absorbant en fait, on reste à 0. Et cette probabilité s'écrit de cette forme, ce truc compliqué là, et I0 c'est le nombre initial d'individus infectés. Et donc si on regarde à très grand temps, à t infini, cette quantité c'est essentiellement la probabilité d'extinction de la maladie. C'est-à-dire qu'enfin, on s'en débarrasse, elle part. C'est-à-dire que les effets stochastiques, finalement, vont tuer à un moment la propagation de la maladie et on se retrouve à 0, qui est l'état absorbant. Et qu'est-ce que ça a comme valeur ? Si on regarde t infini, ça donne mu sur lambda à puissance I0. Donc on a le rapport de lambda, qui est donc cette contagiosité, hein, c'est la proba par unité de temps de transmettre la maladie. Mu, c'est la probabilité de guérir, de passer à un autre état. Et lambda sur mu, c'est aussi, alors on va avoir une autre interprétation, c'est aussi ce qu'on appelle R0, le taux de reproduction basique, à la puissance I0. Et donc on voit que la probabilité d'extinction, si ce R0 est justement plus petit que 1, essentiellement la probabilité d'extinction va être égale à 1. Parce que ça ne peut pas être plus grand que 1, donc il faut faire le calcul un peu précisément. Et c'est uniquement dans le cas où R0 est plus grand que 1, alors là, la probabilité d'extinction n'est pas égale à 1 et peut être plus petite que 1. Donc ça, c'est vraiment un effet stochastique et que vous n'aurez pas en regardant SIS l'équation moyenne, standard. Enfin, il faut travailler un petit peu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un première remarque. Donc on introduit ce R0 ici comme ça et il dépend a priori du modèle. Cette quantité-là va dépendre. Ici, c'est lambda sur mu, parce que dans le modèle SIS, c'est plus compliqué dans d'autres modèles. Donc, c'est une fonction en général des paramètres de la maladie et de la structure des interactions. Donc, c'est quelque chose en général qu'on ne sait pas estimer analytiquement. Alors, la deuxième remarque sur ce R0, puisque vous l'avez entendu, mais on en reparlera, c'est que si on suppose une population parfaitement homogène d'individus susceptibles, vous mettez un individu infecté à l'intérieur, vous demandez quel est le nombre d'infections qu'on appelle secondaires. C'est comme ça qu'on le présente. Et ensuite, ces infections secondaires vont elles-mêmes infecter d'autres personnes. Donc il faut le voir vraiment comme un arbre, en fait, où on a de plus en plus d'infectés. Et le nombre de nouveaux cas, donc c'est vraiment l'incidence, facile de voir qu'à t plus 1, c'est le nombre de nouveaux cas qu'on avait à l'instant t fois R0, puisque c'est le nombre moyen d'infections qu'un individu infecté va créer. Et du coup, cette chose, ce petit raisonnement simpliste, donne simplement I0 fois ce R0 à la puissance t. Et donc là, on retrouve finalement que si R0 est plus grand que 1, on a cette propagation exponentielle avec le temps, évidemment. En revanche, si R0 est plus petit que 1, ça s'éteint. Alors, je vais continuer sur ce mode-là.
mais je vais passer maintenant, là, il y a beaucoup de résultats, je ne peux pas avoir tout ça, mais il y a évidemment beaucoup de livres et de papiers sur SIS, SIR et sur tous les calculs. Ce qui est un peu plus intéressant à l'heure actuelle, c'est de voir maintenant comment ces modèles sont affectés par le fait qu'on n'interagit pas avec tout le monde, mais qu'on a un certain nombre limité de voisins, qui fluctuent éventuellement. Et du coup, on peut se demander quelle est l'épidémiologie, qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation, quels sont les résultats pour un réseau de contacts dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc on suppose qu'on le connaît, on suppose que les nœuds sont les individus, et on a un certain nombre de liens vers d'autres individus, et ces liens représentent la possibilité de transmettre le virus. Donc on a ce réseau, et il faut que je fasse un petit détour par la structure des réseaux. Et pour aller vite, les réseaux dans la nature se distinguent essentiellement en deux classes. Et on va discuter ces deux classes séparément et quel est l'impact sur la propagation de l'épidémie. Alors, la première classe, c'est... il n'y a pas vraiment de nom, mais elle est... on caractérise ces classes par le comportement de la distribution du degré à grand degré. C'est-à-dire qu'on se demande finalement quelle est la probabilité d'avoir un nœud avec un très très grand degré, ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire un nœud très fortement connecté. Et il y a essentiellement deux cas, pour faire vite. Il y a le cas où on a une espèce de gaussienne ou même une distribution de Poisson. Pensez au réseau de Erdős-Rényi, le classique, l'archétype du réseau aléatoire. On a une distribution poissonienne, mais essentiellement la probabilité d'avoir un très grand degré décroît très vite avec le degré, essentiellement exponentiellement ou plus vite. C'est-à-dire qu'en gros, dans la pratique, si vous prenez un graphe d'Erdős-Rényi, avoir un nœud connecté avec un degré beaucoup plus grand que la moyenne est quelque chose que vous ne verrez quasiment jamais. Alors que dans la deuxième classe de réseau, la distribution, alors ici c'est un peu caricatural, c'est une loi de puissance en log-log, mais c'est une décroissance beaucoup plus lente. Autrement dit, on a une probabilité faible d'avoir un nœud très connecté, mais pas négligeable. On a vraiment des hubs dans ces réseaux, et on va voir que la propagation d'épidémies va être radicalement différente entre ces deux classes. On va voir qu'on ne peut pas du tout faire les mêmes approximations, mais on voit qu'en plus le comportement est qualitativement différent. Ce n'est pas qu'une question de nombre, c'est vraiment un comportement différent. Et dans ce second cas, le truc important à réaliser, c'est que la variance est énorme. Et en gros, le second moment est beaucoup plus grand que la moyenne. Et même, dans la limite d'un réseau infini, la variance diverge. Bon, mais disons à n fixé grand, le second moment est beaucoup plus grand que la moyenne. Donc la moyenne n'a pas beaucoup de sens. Alors il y a beaucoup de réseaux qui sont comme ça. Hein. Il y a certains réseaux sociaux, le réseau des lignes aériennes, le réseau, le web, typiquement. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors que dans la première classe, finalement, on n'a pas beaucoup de connexions, en général dû à des contraintes. Le réseau des rues, dans le métro, par exemple, si on regarde à une station, combien de lignes elle est attachée, ça ne peut pas être une dizaine, on n'a simplement pas la place. Donc il y a un certain nombre de contraintes qui limitent le degré, donc on est naturellement dans cette première classe. Quand on a un peu moins de contraintes, on se retrouve en fait dans cette seconde classe. Et si on regarde tout un tas de réseaux, alors en ce qui concerne l'épidémiologie, par exemple, il y a eu des études fameuses à l'époque qui étaient... C'était surtout en vue de comprendre le HIV, la propagation de maladies sexuellement transmissibles. Le nombre de contacts, si on regarde le nombre de contacts sexuels sur une année ou sur toute une vie, c'est une loi large. Ce n'est pas du tout une loi gaussienne, etc. Donc il y a des individus qui ont 1 ou 2 contacts sexuels par an, et puis il y en a d'autres qui ont des milliers. Alors ce n'est pas surprenant, c'est ce qu'on appelle les travailleurs du sexe. Hein. Bon, donc les prostituées et autres ont un très grand nombre de contacts. Mais la distribution, en fait, est très large, et on a donc des hubs. Voilà. Le nombre de contacts dans les réseaux sociaux aussi, qu'on peut le mesurer, est une loi assez large, etc. Il y a tout un tas de discussions que je vous passe sur est-ce qu'on a vraiment une loi de puissance ou pas. Mais finalement, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est important, c'est est-ce que les fluctuations sont grandes ou pas. Et donc on voit dans la réalité qu'il y a pas mal de réseaux pour lesquels cette condition est satisfaite, indépendamment du fait que ce soit une loi de puissance, une belle loi de puissance, bien fitée ou pas. Ça, à la limite, ce n'est pas très intéressant. Voilà, donc en fait, on va regarder maintenant l'influence pour chacune de ces classes.
on va regarder comment se passe la propagation des épidémies. Vous allez voir qu'on va apprendre des choses sur la propagation et comment arrêter une propagation. Alors je peux refaire mon même raisonnement de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, j'introduis la densité d'individus infectés, qui est le nombre d'infectés sur la population. Donc ça, c'est juste la probabilité d'avoir un individu infecté. Et le nombre moyen de voisins infectés va être du coup K fois cette densité, où K est le nombre de voisins. Donc je suppose que j'ai K voisins, I c'est la densité d'infectés, donc KI c'est le nombre moyen d'individus infectés qui sont mes voisins. Et donc le même raisonnement, tout ce terme-là, c'est la probabilité qu'il y ait au moins un des voisins infectés qui me transmettent la maladie. Donc cette fois-ci, le terme à petit dt, ça va être lambda KI dt, fois la probabilité d'être susceptible. Du coup, si je veux réécrire mon équation tout à l'heure d'évolution du nombre d'infectés, je vais me retrouver avec cette équation-là. Alors, je vais d'abord me placer en situation de la première classe de réseau où je néglige carrément les fluctuations de degrés. Je suppose que tout le monde a un degré moyen K. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais pour la première classe de réseau, ça marche assez bien finalement. Pour un graphe de type Erdős-Rényi, on peut faire des calculs à degrés constants, ça ne donne pas des résultats radicalement faux. Et du coup, la variation de... alors ici, j'ai écrit l'équation sur la densité d'individus infectés. On a donc ce premier terme qui est moins mu fois i, qui est donc la probabilité de guérir. Et puis plus donc ce terme-là, ce lambda ki, qui est donc la probabilité qu'un individu, un voisin infecté me transmette la maladie. Et 1 moins i, ce terme-là, c'est juste la probabilité que moi je sois susceptible. C'est vraiment très simple, hein, cette loi d'action de masse. Donc on retrouve le terme, ça c'est S fois I finalement. Et ce qui change ici, c'est qu'on a ce préfacteur qui est le degré moyen. Donc vraiment c'est très très simple. Et une fois que vous connaissez I, on connaît S, puisque S plus I vaut 1 si on parle en densité. D'accord ? I c'est grand I sur N, et petit s, ce sera grand S sur N. Voilà, donc jusque-là c'est très simple. On peut regarder l'état stationnaire, donc je vous fais ça vite. On a ce genre d'équation pour l'état stationnaire, et du coup on a deux solutions. On a soit 0, ou soit une solution non nulle, qui est de cette forme-là, 1 moins lambda c sur lambda, où lambda c, si vous regardez cette équation, c'est mu sur k moyen. Donc en fait, là, ça nous dit quelque chose. Pour ce modèle, sur ce graphe, si la contagiosité est supérieure à ce seuil, mu sur k moyen, l'épidémie va se propager et j'ai une densité d'infectés non nulle. Donc on retrouve un comportement de seuil et on voit que ce seuil, alors qu'on appelle le seuil épidémique, est essentiellement en 1 sur k moyen. Ça se comprend bien, hein. Plus le réseau est connecté, plus vous avez un nombre de voisins grand et plus le seuil va être petit et plus il est facile de propager l'épidémie. Évidemment, quand on est connecté à tout le monde, le seuil va être très petit. C'est très facile, même pour une maladie peu contagieuse, de se propager. Donc ça, c'est le résultat habituel pour SIR sur un graphe avec très peu de fluctuations. Et en fait, c'est vraiment un résultat important qu'on voit dans la plupart des modèles théoriques de propagation d'épidémies. On a toujours ce seuil. Donc on peut garder ça comme image, c'est-à-dire que si je représente la densité d'infectés versus la contagiosité, la probabilité de transmettre la maladie, on se retrouve avec ce schéma habituel d'une transition de phase. Hein, on peut penser à la percolation, à plein de choses. Si la contagiosité est supérieure à ce seuil, alors on a une densité non nulle d'individus infectés. Et si on est en dessous, c'est nul. Alors ça, dans la limite d'un grand réseau, évidemment, on a des corrections de taille finie si vous avez des réseaux finis, évidemment. Mais c'est ça, donc c'est une vraie transition. Et du coup, si vous voulez arrêter une épidémie, il faut modifier le seuil épidémique. Et il faut modifier ce lambda C, idéalement, pour le placer au-dessus de lambda et se retrouver dans la phase où le virus s'éteint. Donc le seuil épidémique, c'est vraiment un truc très important, c'est ce qui va vous dire si l'épidémie se propage ou pas. Et ce lambda C dépend bien sûr des paramètres de la maladie, mais aussi de la structure des interactions. Là, on l'a vu très simplement, ça dépend de K moyen. Bon. Mais si vous arrivez à modifier le réseau de telle sorte que ce lambda C devienne grand, eh ben, l'épidémie va s'arrêter. C'est pour ça que ce seuil épidémique est vraiment, vraiment important. Alors, je continue, s'il n'y a pas de questions. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va regarder ce qu'il y a dans la seconde classe de réseau. Les fluctuations sont énormes.
Et du coup, on ne peut plus supposer que tout le monde a le même degré. Ce n'est pas possible. Et du coup, ce qui a été proposé, c'est le papier de 2001 de Pastor Satoras et Vespignani, de faire une espèce de champ moyen hétérogène. Alessandro, d'ailleurs, qui était à Orsay, à l'époque où il a fait ça, d'ailleurs, il me semble. Et donc, cette espèce de champ moyen hétérogène, on suppose plus que tous les individus infectés sont équivalents, mais on suppose que tous les individus qui ont le même degré sont équivalents. C'est-à-dire qu'on va introduire ce I indice K, qui est le nombre d'individus infectés qui ont un degré K. Et on néglige les fluctuations de ces individus, mais en revanche, on ne mélange pas tout le monde, on ne mélange pas les degrés différents. Et du coup, on va raisonner sur cette quantité-là, cette classe de degrés. Oui. Le degré. Dans mon réseau, c'est mon nombre de voisins. Donc c'est le nombre max de gens que je peux contaminer directement. Pardon ? Oui, non, mais leur zéro va dépendre de la structure du graphe. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, donc on va, au lieu de raisonner maintenant sur la densité d'individus infectés, on va raisonner sur les individus infectés qui ont un degré K. Et c'est là-dessus qu'on va écrire l'équation, ce qu'avaient fait Alessandro et Pastor Satoras. Donc on est vraiment dans ce cadre-là, la variance est énorme. Et du coup, ce qu'il faut écrire, c'est que la variation de la densité d'individus infectés qui ont un degré K, il y a toujours le premier terme qui est donc là, qui vient des individus qui guérissent, avec un temps typique, un sur mu. Et ce qui change, c'est en fait ce deuxième terme. Bon, on a la probabilité qu'on soit susceptible, évidemment, fois la probabilité, alors on a K voisin, et fois ce terme-là, θ, qui est la probabilité de pointer vers un nœud qui est infecté. Et c'est ça qu'on va discuter tout de suite, comment estimer cette chose-là. Donc il y a plusieurs choses, hein. On est rattaché à un certain nœud, et ce nœud, il a une certaine probabilité d'être infecté. Alors, ce qu'il faut écrire, c'est cette équation-là, c'est l'équation la plus compliquée de ce séminaire. On fait la somme sur K', donc je suppose que mon voisin a un degré K'. La probabilité qu'il soit infecté, c'est IK', par définition. Et la probabilité, le deuxième terme, là, la fraction, c'est la probabilité de pointer vers un nœud de degré K'. Autrement dit, on peut le voir autrement, il faut réfléchir 2 secondes là-dessus, c'est-à-dire que le lien qui me connecte vers ce nœud est un lien qui est connecté à un nœud de degré K'. Donc en fait, comment je sais que je suis sur un lien qui est attaché à un nœud de degré K'? Je regarde en fait tous les nœuds, alors n de K', c'est le nombre de nœuds qui ont un degré K', fois K', ça c'est le nombre total de liens qui sont attachés à un nœud de degré K'. Et je divise par tous les liens. Et ce terme-là, la fraction, c'est la probabilité qu'un lien soit attaché à un nœud de degré K'. Alors, une petite remarque, c'est que ça, évidemment, c'est valable uniquement dans ce qu'on appelle les réseaux décorrélés, c'est-à-dire qu'on suppose que mon degré n'est pas corrélé au degré de mes voisins. Donc ça, c'est dans cette hypothèse-là. Si on suppose qu'il y a des corrélations de degrés entre les voisins, on ne sait essentiellement plus rien faire, mais des calculs plus compliqués montrent que tous les résultats que je vais vous montrer sont dans une certaine limite raisonnable. Et donc ça, au total, on fait la somme sur K', et ce que j'appelle avec des crochets, là, c'est la moyenne sur le nombre n de K, sur la probabilité d'avoir un degré K. On a cette quantité-là. Bon, c'est du coup ça qui va changer. C'est la probabilité de pointer vers un nœud infecté, sur un de mes voisins infectés. Du coup, ça complique pas mal les équations. On a ce genre de truc. Alors là, je vais aller un peu plus vite parce que... Oui. Oula. J'ai commencé à quelle heure? Oula, je suis super en retard. Donc, on a cette équation-là, on résout et on trouve un seuil. Et c'est ça qui est intéressant et qu'il faut retenir parce que finalement, ça va transparaître un peu partout. On a un seuil qui est 1 sur K2 moyen. C'est ça le truc important. Et du coup, alors que tout à l'heure, c'était 1 sur K moyen. Donc ce qui est important, ce qui contrôle le seuil, c'est les fluctuations là. Et c'est même pire que ça, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus le réseau est grand et plus le second moment est petit. Donc ce seuil, même à la limite pour les grands réseaux, tend vers 0.
Donc on arrive à cette situation horrible où sur ces réseaux sans échelle avec plein de hubs, une épidémie, même très peu contagieuse, peut se propager. Et c'est ça la très mauvaise nouvelle, sachant que beaucoup de réseaux dans la nature sont sans échelle. Les hubs, vraiment, cassent tout. Alors, du coup, ça change pas mal les stratégies d'immunisation. Par exemple, si je vaccine au hasard une fraction G de la population, ça revient de manière effective à changer la contagiosité par un facteur 1-G, qui est la probabilité de ne pas être vacciné. Et du coup, ce qu'il faudrait écrire, c'est que l'épidémie va disparaître si ma contagiosité effective est plus petite que le seuil. Et si ce seuil lambda C est fini et raisonnable, ça vous donne un taux de vaccination minimum. Ça vous dit, voilà, il faut vacciner au moins 20-30% de la population pour que l'épidémie s'arrête. En revanche, si ce lambda C est très petit, alors la solution là, qui sort, c'est essentiellement G égale 1, c'est-à-dire qu'il faut vacciner tout le monde. Donc la vaccination aléatoire ne fonctionne pas quand on a des hubs. C'est bien qu'on a un réseau à peu près homogène. Donc ça, c'est un résultat important. Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Et pourquoi ça? Alors, la raison, c'est qu'un hub, c'est un nœud comme les autres. Pas du point de vue des liens, mais la probabilité de tomber sur un hub, quelqu'un de très connecté, c'est 1 sur n. Donc si vous prenez des nœuds au hasard, la probabilité est très faible de tomber sur un hub. Donc ce qu'il faudrait, c'est identifier les hubs et les vacciner. Et comment on identifie un hub? On peut remarquer que, toujours avec le même raisonnement de tout à l'heure, c'est que vous prenez un nœud au hasard et vous regardez le degré moyen de son voisin. Espèce de paradoxe apparent. Si votre voisin est un hub, il a plein de liens, donc vous avez une grande probabilité de tomber sur un voisin de hub. Et en fait, ce qu'on peut montrer toujours avec le même calcul, c'est que le degré moyen de votre voisin étant K2 moyen sur K moyen. Donc très grand. Donc même vous, si vous avez un degré très faible, le degré de votre voisin moyen est très grand. Donc ce qu'il faut faire, et c'est ce qui a été proposé dans ce papier, dans cette PRL par Aveline et collaborateurs, c'est vous prenez une personne au hasard, vous lui dites « donnez-moi un nom ». Donc la personne vous dit « voilà, je connais machin truc ». Et c'est machin truc qu'on va vacciner et pas la personne de départ. Puisque la personne dont on a le nom a une chance beaucoup plus grande d'être un hub, en fait. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'une fois que vous vaccinez les hubs, ça a un effet radical sur la diminution de la maladie. Alors que vacciner au hasard, ça ne sert à rien. Mais pour ces réseaux-là, une fois que vous vaccinez les hubs, là, ça arrête de manière très efficace l'épidémie. Alors, je vais passer rapidement, parce que je m'aperçois que j'ai pas mal traîné. Je vais passer au modèle de métapopulation. Alors, les modèles de métapopulation, alors, je veux faire juste une petite remarque historique. À l'époque où les choses étaient horribles mais simples, la peste noire, au XIVe siècle, qui a fait à peu près 25 millions de morts quand même, donc 50% quasiment de la population de l'époque, finalement est arrivée en Europe de l'Ouest par le Sud, par les ports, essentiellement par les rats et puces qu'il y avait dans les bateaux, et est remontée vers l'Europe du Nord. Et on peut même estimer, grâce aux historiens qui ont fait ça, on peut même estimer la vitesse de propagation de ce front. Donc on a un vrai front de propagation de la peste noire, et qui est en gros entre 100 et 200 km par an. Bon. Alors si on voulait modéliser cette chose-là, comment on ferait? En fait, c'est assez simple, puisque là, on a une vraie propagation spatiale, finalement. Donc, ce qu'il faudrait écrire, c'est que la variation du nombre d'infectés, c'est toujours les mêmes termes, on peut guérir ou mourir, disons, avec un temps, un surmu. On a cette probabilité d'infection lambda SI. Alors là, je le fais vite, parce que finalement, c'est les rats qui transmettent la maladie aux puces, qui elles-mêmes infectent les humains, etc. Donc, bref, on décrit ça très simplement, mais il faut rajouter un terme de diffusion des infectés, finalement, et ce terme spatial. Donc ça, c'est l'équation qu'on voudrait écrire en 2D pour décrire le front d'évolution de la maladie. Et ça, c'est une équation très connue. Dans cette version-là, l'équation de réaction, enfin de FKPP pour Fischer, Kolmogorov, Petrovsky, Piskunov. On a beaucoup d'experts en France sur ce sujet. On a Bernard Derrida a fait un cours au Collège de France là-dessus, et on a un mathématicien, Henri Berestiki, qui a beaucoup travaillé sur ces équations-là. Donc c'est une équation non linéaire avec un terme de diffusion. Et ce qui est amusant, c'est que même s'il y a ce terme de diffusion, le fait qu'il y ait un terme non linéaire, on a quand même une vitesse. On a quand même une vitesse de propagation. On a un comportement balistique, c'est-à-dire que le front se propage vraiment avec T.
et non pas en racine de t de la diffusion. Si les conditions initiales sont bonnes, etc., il y a des milliers de papiers sur ce sujet. Et on trouve une vitesse, les gens calculent une espèce de vitesse qui dépend de tous ces paramètres, et en mettant les bons paramètres, bon, plus ou moins, en estimant la vitesse du cheval, etc., tout un tas de trucs, on trouve à peu près 200 km par an, qui correspond aux données historiques. Donc jusque-là, tout va bien, mais c'était le XIVe siècle. Évidemment, alors là, je commence par le SRAS, parce que c'était le problème à l'époque, en 2002-2003. La couleur, c'est le début de l'épidémie, la détection d'infectés. Donc c'est parti en Asie, vers Hong Kong ou en Chine, disons. Et il y a effectivement une propagation, une dimension spatiale. Ça s'est propagé en Asie du Sud-Est, mais très rapidement, finalement, ça a sauté en Amérique du Nord. Donc là, on voit bien qu'on ne peut plus écrire une espèce d'équation de diffusion spatiale. On voit bien que finalement, on a un effet là, spectaculaire du réseau de lignes aériennes. Et pour le Covid, c'est pareil. Alors ça, c'est une vieille... J'avais pris ça il y a déjà quelques temps. C'était à l'époque où il n'y avait que 10 cas ou ce genre de choses. Et c'était le 29 janvier, je pense, de cette année. Donc c'était vraiment le début. Et là, on voit aussi qu'on a une diffusion... Enfin, pareil que le SRAS, on a une espèce de composante spatiale de la propagation de l'épidémie. Et puis, on a évidemment des sauts en Europe ou en Amérique du Nord à cette époque. Donc on a un effet très clair du réseau des lignes aériennes. Donc la question, c'est comment on modélise ça. Voilà. Et l'objet classique, le modèle classique, c'est ce qu'on appelle les modèles de métapopulation, où donc chaque nœud a une structure interne, qui est soit une ville, soit un pays. La ville accrochée à l'aéroport, disons, qu'on va décrire d'une certaine manière, qui en général est décrite de manière champ moyen, disons, c'est déjà suffisamment compliqué. En revanche, on décrit le réseau des lignes aériennes précisément. Alors le réseau des lignes aériennes, les nœuds vont donc être les aéroports de ces grandes aires urbaines, et on met un lien entre deux nœuds, c'est la convention habituelle, quand il y a une connexion directe, quand il y a un vol direct. Et ces liens, en plus, sont pondérés par le nombre de passagers. Donc on a des liens plus ou moins importants. Et donc ce réseau très compliqué relie toutes ces aires urbaines. Et les aires urbaines, typiquement, on va les décrire de manière champ moyen. Alors c'est un modèle qui au départ a été développé par les Russes à l'époque de la guerre froide, où on voulait regarder la propagation entre les villes russes. Donc là, on a les villes qui sont les nœuds, et on a un réseau de transport qui relie ces villes. Et au départ, disons, le but n'était pas vraiment pacifique. La question qui se posait, c'était si on envoyait la grippe, par exemple, à l'ouest, est-ce qu'elle allait revenir? Bon, voilà, donc c'était un petit peu la question presque de guerre bactériologique. Ça a été repris après, alors il y a toute une histoire par Ratchev et Longini qui ont gardé 50 aéroports. Il y a eu en particulier des papiers assez importants qui ont montré l'influence du réseau des lignes aériennes sur la propagation du HIV dans le monde, par exemple. Donc, pareil, le réseau des lignes aériennes a joué un rôle fondamental dans la propagation du sida, etc. Voilà. Donc, c'est ça le modèle de métapopulation, et c'est encore ça qui est utilisé pour décrire les premières études de Wuhan au monde entier, se basent vraiment sur ce genre de modèle. Alors, l'ingrédient important, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on peut dire pour le voyage. Alors, évidemment, on décrit le réseau des lignes aériennes. Alors, il faudrait que j'update un petit peu ça, mais on connaît très bien, il y a des bases de données sur le réseau des lignes aériennes. On connaît le nombre de passagers par mois de n'importe quel aéroport I à n'importe quel aéroport J. Donc, on connaît tout sur ce réseau. On connaît toute sa structure et on connaît ses variations temporelles. Donc, c'est vraiment données de base. On sait tout sur ce réseau. Une chose importante à remarquer, c'est que c'est un réseau très hétérogène. Ça va être important dans 2 minutes. Du point de vue du degré, les aéroports ne sont pas connectés de la même manière. En fait, il y a des aéroports qui ont jusqu'à 300 destinations différentes, alors que la moyenne est de l'ordre de 10, 12. Et puis surtout, le nombre de passagers annuels, là, varie sur quasiment 7 ordres de grandeur. Donc on ne peut pas voir ce réseau comme un réseau moyen où tous les liens sont... pareil, non, ça serait une erreur fondamentale. On a des liens beaucoup plus importants, et c'est en fait cet ingrédient-là qui nous sauve, puisque je vais vous montrer que c'est justement la très forte hétérogénéité du nombre de passagers qui permet de faire des prédictions de propagation de pandémie. Je reviens tout de suite. Alors, le modèle,
Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais du coup, la variation, on a cette fois-ci le nombre d'individus infectés dans une ville I, et la variation de ce nombre d'infectés. Alors, il y a deux termes. Il y a un terme qui est ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Vous pouvez le décrire comme vous voulez. Plus un terme de voyage. Les gens vont voyager, dont des gens infectés qui vont transmettre la maladie d'une ville à une autre. Et typiquement, on peut décrire de manière très simple, ça a été largement amélioré depuis, mais par des matrices PIJ, qui est la probabilité qu'un individu aille de la ville I vers la ville J. Donc on a cette espèce de terme de transport qui vous dit comment on voyage d'une ville à une autre. Donc ça, c'est très simple. Et ces probabilités sont données par le nombre de passagers dans une première approximation. C'est-à-dire que typiquement, à l'époque, c'était entre Paris et Fiumicino. Donc là, la probabilité d'aller de Paris à Fiumicino, c'était juste le nombre de voyageurs sur la population à Paris. Donc, qui est l'approximation la plus bête, qui est la plus simple, qui est de supposer que tout le monde a la même probabilité de voyager. Ce qui n'est pas vrai. Si vous vouliez faire un modèle très compliqué, il faudrait rajouter tout un tas de distinctions sociologiques. Il y a des gens qui voyagent plus ou moins, qui sont plus ou moins riches, etc. Bon. Mais voilà, ça c'est typiquement l'ingrédient de base, et on peut compliquer en supposant que ce terme est aléatoire, en fait, et on peut rajouter du bruit, on peut faire tout un tas de choses. Mais du coup, c'est ça l'essentiel. Et on écrit, on discrétise les équations, on écrit, alors là c'est SIR, on écrit les équations pour chaque ville. Donc là, désolé pour ce transparent, mais c'est en fait tout simple, c'est-à-dire qu'on écrit que la variation, par exemple, du nombre entre T plus DT, du nombre d'infectés dans la ville J, on a un terme habituel du genre SIR d'infection, donc là c'est l'approximation de champ moyen dans la ville. Dans chaque ville, on fait du champ moyen. Et puis, on a le terme de transport, comment les autres villes, les individus vont voyager des villes à cette ville J. Et puis, on rajoute en général aussi pour décrire les fluctuations du bruit, qui est censé décrire un peu les fluctuations dans le nombre de passagers, etc., et tous les bruits possibles qu'on a. Mais voilà en gros le modèle. Donc, on a à peu près 3000 villes dans le monde, sur 250 pays différents, avec toutes les données. Et on a essentiellement, pour une maladie simple comme ça, on a deux paramètres, lambda et mu. Pardon, ce que j'avais appelé lambda est devenu bêta. Pardon. Mais on a essentiellement deux paramètres. Et puis on a les conditions initiales et on résout. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Alors on peut se poser plusieurs questions. On peut d'abord se demander est-ce que finalement le bruit ne va pas avoir un effet terrible sur ce genre de système? Est-ce que finalement le scénario épidémique, la propagation épidémique dans le monde est toujours la même, ou est-ce qu'on a un effet très fort des fluctuations? Et il se trouve que, en fait, non. On retrouve, pourvu que le bruit ne soit pas énormissime et délirant, on trouve effectivement que pour une même condition initiale, on a la même évolution de la pandémie. Et ça, c'est dû au fait que ce que je vous signalais tout à l'heure, c'est que même si on a des hubs, donc par exemple J est un hub, un aéroport qui a plein de voisins, il se trouve que la très forte hétérogénéité du nombre de passagers fait qu'on a en général une connexion dominante. Donc par exemple, le nombre de passagers entre J et L est beaucoup, beaucoup plus grand que le nombre de passagers sur les autres destinations. Et ça, c'est vraiment cette loi large sur le nombre de passagers. Donc on a de très fortes fluctuations sur le nombre de passagers, et heureusement, parce que en général, pour un hub, si tout était équiprobable, on aurait une probabilité identique d'aller n'importe où, et en gros, à chaque réalisation, à chaque fois que l'épidémie, un individu infecté arrive en J, il aurait une probabilité 1 sur K d'aller de n'importe quel de ses voisins, et grosso modo, ce qu'on verra à chaque fois, c'est une évolution d'épidémies différentes. En fait, là, il y a vraiment des chemins dominants dans le réseau des lignes aériennes, et c'est ça qui fait qu'on peut faire la météo des épidémies. Il y a vraiment des chemins préférentiels qui sont gouvernés par ces très forts nombres de voyageurs. Et à l'époque, voilà, ça c'est pour le SRAS que Victoria Colizza avait fait. Et donc les flèches ici, c'est proportionnel l'épaisseur à la probabilité de transmission d'individus infectés du virus. Là, ça partait de Hong Kong. Et donc on peut faire ce genre de choses. Pour l'Europe, par exemple, typiquement, ça arrivait d'abord en France ou à Londres, et puis après vers l'Espagne, ce genre de choses. Donc on peut vraiment, du coup, identifier les chemins préférentiels de propagation de la pandémie.
Et ça, c'est évidemment important parce que du coup, c'est ce genre d'information qui va nous permettre d'agir éventuellement à la source, etc. Alors, il faut que je me dépêche, je suis super en retard. Alors, évidemment, pour le SRAS, alors je vais vous donner le truc équivalent pour le Covid, mais il faut mettre les mains dans le cambouis et c'est plus SIR qu'on a. En fait, il faut distinguer différents compartiments selon que les individus alors, soient susceptibles, exposés, c'est-à-dire qu'ils sont infectés mais pas encore infectieux. Donc ça, c'est pas tout à fait la même chose. Après, il y a ceux qui sont infectés, qui vont être hospitalisés ou pas. Et du coup, les équations, et ça rajoute à chaque fois tout un tas de paramètres, on peut plus écrire un modèle tout simple SIR. C'est bien ça la difficulté, c'est-à-dire qu'on a vu une avalanche de papiers de SIR, des papiers théoriques qui sont très sympas, mais en fait non, si on veut dire quelque chose d'un peu prédictif et un peu réaliste, il faut mettre les mains dans le cambouis et décrire ce qui se passe vraiment, et les différents compartiments. Et c'est bien ça une difficulté actuelle. Mais en tout cas, à l'époque, ça c'est les prédictions, je vais vite, mais pour le SRAS, ça marchait assez bien. En rouge, c'est les cas réels, la réalité, et là, c'est les prédictions avec les barres d'erreur, avec 0 paramètre ajustable. Donc c'était ça le truc, c'est que pour la plupart des pays, on prédit très bien le nombre d'individus infectés. On a des problèmes, des outliers, mais on sait pourquoi. Par exemple, le Canada, il y avait un super spreader, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé, qui a propagé l'épidémie de manière déraisonnable en se promenant un peu partout. Et puis pour les autres pays d'Asie, il y a d'autres moyens de transport qui ne sont pas dans le modèle. Les gens peuvent se déplacer en bateau, en ferry, etc. Ça, ce n'est pas dans le modèle. Donc on comprend assez bien, mais du coup, ça marchait assez bien, ce modèle de pandémie. Alors, on peut tester tout un tas de choses, mais je vais passer assez vite. Et je ne sais pas, est-ce que j'ai encore 5 minutes ou je vais essayer, je suis désolé, j'ai dépassé. On peut se poser une question maintenant, à partir de ce genre de discussion. Quelle est la condition pour qu'une épidémie se propage dans le monde ? Et on va supposer des choses très simples pour se faire une première idée. On va supposer que toutes les villes ont la même population. On va vraiment faire le plus simple. Et on va aussi supposer, c'est une espèce d'hérésie, que la probabilité de voyage d'une ville à une autre est la même. C'est petit p. Donc vous avez ce réseau relié par des villes qui ont la même population. Et on a petit p qui est la probabilité de sauter d'une ville à une autre. Et on va supposer plusieurs choses. On va supposer que, d'abord, pour chaque ville, le taux de reproduction est plus grand que 1. Donc, dans chaque ville, l'épidémie se propage, en effet. On va voir que c'est une condition nécessaire pour avoir une pandémie. Et que le réseau des lignes aériennes est un réseau avec des fluctuations énormes. Donc, le degré, le second moment, est beaucoup plus grand que le degré. Et ça, du coup, pour ce réseau, on peut calculer même le seuil de percolation. Et le seuil de percolation est en fait à cette expression-là, K moyen sur K2 moyen, et donc en général est très petit. En fait, le seuil de percolation sur ces réseaux est très petit parce que dès qu'un hub est connecté, il connecte beaucoup de gens, et c'est très facile de construire un amas percolant sur ce genre de réseau. Donc voilà les hypothèses, et raisonnons maintenant sur 2 villes même. Encore simplifié. Donc je suppose que j'ai un nombre d'infectés que j'appelle I0T dans la ville 0, et puis I1 de T dans la ville 1. Et j'ai une probabilité P de sauter de la ville 0 à la ville 1. Donc c'est un truc très simple et très marrant. Voilà, et je regarde SIR, par exemple. Et donc on regarde le nombre d'infectés. Le nombre d'infectés, c'est le rouge. Oui, c'est ça. Donc on a un maximum, et puis après ça décroît vers 0. Et le nombre total d'individus décroît vers 0, parce que tout le monde, au bout d'un certain temps, saute dans la ville 1. Mais du coup, ce qui est important ici de voir, c'est que le nombre d'infectés a aussi un pic, un peu décalé, évidemment, avec la ville 0. Donc ce qui se passe, c'est que l'épidémie se propage dans la ville 0. À partir d'un certain moment, il y a un individu infecté qui va sauter dans la ville 1, et ça va commencer l'infection, à peu près. Donc la quantité importante ici, c'est la probabilité que le premier infecté, la première fois qu'un infecté, le moment auquel un premier infecté fasse le saut de 0 à 1, donc ce que j'appelle P de T1. Où T1 est l'instant du premier arrivé, infecté arrivé. Cette quantité peut se calculer. Je vous passe un peu le détail parce que je suis pressé, mais c'est essentiellement, on peut calculer, même la cumulative est assez simple. Il suffit de dire que jusqu'à T-1, aucun des infectés n'a sauté. Donc ça, c'est une probabilité 1 moins P fois dt. Et puis, à l'instant T, on a au moins un des infectés qui a, à l'instant T, qui a sauté. C'est vraiment très, très simple. On a du coup la probabilité que le premier infecté saute à l'instant T et la cumulative.
Et donc l'idée vraiment naïve et simple, mais qui correspond bien enfin, aux idées de physique-stat, c'est de dire, ah ben, finalement, la pandémie va se propager si la probabilité que T1 soit finie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y ait un individu infecté qui saute à un certain moment, soit plus grande que le seuil de percolation sur mon réseau. Auquel cas, ça vous donne une condition pour laquelle l'épidémie se propage dans toutes les villes. D'une certaine manière, les infectés percolent. Et si vous écrivez cette condition, explicitement, on trouve cette chose-là. Alors, je vais tout de suite la discuter. Il faut donc, pour qu'une pandémie se propage, il faut que tout ce truc-là soit plus grand que 1. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'effectivement que le R0 doit être plus grand que 1. Donc ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la condition nécessaire pour une pandémie, c'est que faut que ça se propage dans chaque ville, évidemment, sinon ça s'éteint dans une ville et ça n'a pas le temps de se propager. Mais surtout, c'est multiplié par... alors il y a P, la probabilité de voyage, et ce terme K2 moyen sur K moyen, qui est la signature du réseau. Et comme je vous l'ai dit, dans la plupart des réseaux, ce terme, en général, K2 moyen, est très grand. Donc la conséquence immédiate de ça, c'est que même si P est petit, même si on a une probabilité de voyage assez faible, du fait du réseau et de l'existence de hubs, cette condition sera en général toujours satisfaite. Donc une des conséquences importantes, c'est que réduire le voyage ou réduire le trafic aux aéroports ne sert à rien. Ça, on l'avait bien compris à l'époque du SRAS, ce qu'on avait signalé, et effectivement, on a arrêté de limiter le trafic aérien, ça ne sert à rien. Sauf à le couper complètement. Dans ce cas-là, P égale 0. Là, d'accord. Et ça, on peut le vérifier sur le modèle numérique. Sur le modèle numérique, là, on a fait des petits tests. On a diminué, alors en rouge, on ne fait rien. Les points verts, on diminue de 20% le trafic et 50% de trafic pour le noir. Essentiellement, ça ne fait rien. Là, c'est dans différentes parties du monde, différents continents. On voit qu'essentiellement, la réduction du nombre d'infectés est très faible. Alors qu'économiquement, c'est un coût de réduire par 2 le trafic aérien. Donc voilà un exemple de théorie finalement qui nous renseigne, et là c'est conforté par les valeurs numériques, et on a une condition sur la propagation de la pandémie. Alors, juste 2 transparentes discussions, je suis désolé, un peu long. Pour le Covid, c'est le même genre de modèle utilisé pour la pandémie. La propagation de la pandémie, c'est toujours ces histoires de voyage, de vol aérien, etc. Mais pour la maladie elle-même, c'est un truc horrible. Donc ça, c'est le modèle compartimental. Donc là, on a ces fameux... on a donc des gens infectés mais pas infectieux. Ensuite, ils deviennent infectieux. Et puis après, il y a différentes choses. Soit ils sont asymptomatiques, soit ils ont des symptômes plus ou moins forts. Certains sont hospitalisés, certains en réanimation, etc. Et du coup, vous voyez, ça c'est pris un papier du groupe de Colizza. Donc évidemment, ça augmente le nombre de paramètres. Donc il faut évidemment calibrer ce modèle, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire vraiment estimer ces paramètres. Et surtout pour une maladie émergente, la vacherie, c'est que tous ces paramètres lambda, les plus simples, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas du tout. Donc il y a vraiment ce travail où il faut essayer de l'estimer à partir des données qu'on a. Voilà, essayer d'estimer tous ces paramètres, de les inférer, ce n'est pas complètement évident. Et puis là, quand on met vraiment les mains dans le cambouis, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de paramètres, en fait, parce qu'on a plus simplement 2 ou 3 compartiments. Il faut distinguer les gens selon ce qui leur arrive. Donc ça, c'est un sacré problème. Et surtout pour le Covid, on s'est aperçu que finalement, on ne transmettait pas la maladie. Donc là, c'est à une échelle, du pays, du territoire ou de la ville, d'une région. On s'est aperçu que les gens ne réagissaient pas de la même manière selon leur âge. Donc il faut introduire la structure sociale, c'est-à-dire qu'en plus, dans tous ces compartiments, il faut considérer les susceptibles jeunes, les susceptibles adolescents, les susceptibles adultes, les susceptibles seniors, donc ça fait déjà 4, et puis pareil pour les infectés, etc. Idéalement, il faut même mettre la structure, donc là c'est la structure en pourcentage pour l'Île-de-France, là c'est la matrice de contact, c'est-à-dire la probabilité qu'étant dans une certaine classe, vous rencontrez un individu d'une autre classe. C'est-à-dire combien, typiquement, les seniors rencontrent des enfants ou des adultes. Alors, vous voyez qu'en fait, on a la diagonale est en gros la plus foncée, mais après, on a
on a aussi les adultes qui rencontrent toutes les classes, etc. Donc c'est vraiment horriblement compliqué, et en plus de ça rajoute une complexité sur tous ces paramètres. Mais le modèle, vous l'avez essentiellement. Là, en l'occurrence, c'est vraiment une espèce de SIR amélioré, ce truc, pardon, je me trompe, ce truc horrible, voilà. Bon. Mais qu'il faut en plus décliner sur des classes d'âge. Voilà. Donc ça, c'est un premier problème. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, si vous regardez un peu les papiers, alors je n'ai pas regardé tous les papiers, mais finalement, les probabilités d'exportation dans certains pays, ça a assez bien marché. C'est que finalement, cet aspect pandémie, en partant de Chine, quelle est la probabilité que ça arrive en France, en Allemagne, en Italie, etc., aux États-Unis, ça finalement, ça a assez bien marché. Mais il faut reconnaître que jusqu'à maintenant, jusqu'à cet été, tous les modèles n'ont pas marché. Je ne vais pas me faire que des copains, mais c'est vrai, les modèles n'ont pas été très bons et n'ont pas été d'une grande utilité pour la santé publique. Toutes les prédictions, par exemple, le déconfinement en mai, tous les modèles donnaient une remontée de l'épidémie en mi-juillet. Et que ce soit même les modèles agents centrés, tous ces modèles-là, une remontée très forte en mi-juillet, ce qu'on n'a pas du tout vu. Mais vous voyez du coup la complexité du truc, c'est qu'il y a des données sociodémographiques et tout ça dépend finalement de la structure, cette matrice de contact, ce réseau de contact qu'on ne connaît pas. C'est vraiment, il faut voir que l'épidémiologie, la propagation de maladies infectieuses est vraiment au cœur de tout un tas de problèmes, de la mobilité, de l'interaction entre les gens. Donc c'est vraiment un problème très compliqué. Et là, sur ce cas-là, on a vraiment beaucoup de problèmes. Alors, parmi ces problèmes, il y a donc le nombre très large, très grand de paramètres. On l'a dit, on a beaucoup entendu le nombre d'asymptomatiques, mais quand même infectieux. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, ce que vous voyez ne représente pas du tout ce qui se passe. Donc on a cette espèce de propagation souterraine. Du coup, les datas sont un peu, finalement, nous renseignent pas vraiment sur ce qui se passe. Une épidémie est assez simple, finalement, c'est la grippe, on la comprend bien. La grippe, quel que soit l'âge, vous l'attrapez, vous avez à peu près les symptômes, et puis une fois que vous l'avez, on le sait, quoi. Vous êtes au lit une semaine ou plus, mais là, pas du tout. C'est une espèce de choses, de cas extrêmement vicieux, où on a une déclinaison de l'infectiosité, et c'est peut-être là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que peut-être que la probabilité de transmission, la décrire par un seul paramètre, ou même entre classes d'âge, n'est pas suffisante, et qu'en fait, on a des très fortes fluctuations d'individu à individu, du point de vue de la réponse, et aussi du point de vue de la propagation. Et ces modèles-là ne sont pas aptes à reproduire cette chose-là. Et donc ce R0, finalement, alors ça c'est confirmé par des simulations agents centrés, où là on vraiment simule tous les individus, on s'aperçoit que le nombre d'individus infectés par un individu infecté, donné, varie énormément. Alors que le R0, finalement, c'est vraiment cette idée du nombre moyen, donc raisonné en moyenne. Voilà, en moyenne, il y a 1,5 individus infectés par un individu infecté. Et ça, c'est sans doute très faux. Et spécialement dans ce cas-là, le R0 n'a pas vraiment de sens. Et, alors, en plus, il est estimé avec les mesures. Hein, donc, on regarde le nombre d'infectés 15 jours avant, le nombre d'infectés ou une semaine avant et une semaine après, et on fait une espèce de division simple, comme ça, de règle de 3 simple, pour déterminer le R0. Mais bon, il est très probable que les modèles, en tout cas, qui sont quand même très très champ moyen, hein, pas dans tous les aspects, mais quand même pas mal, ne sont pas capables de bien décrire ce qui se passe, surtout pour cette maladie qui est apparemment sensible aux fluctuations. Mais c'est pas, il n'y a rien de sûr. Alors évidemment, le futur, c'est évidemment la structure du réseau de contact. Alors ça, évidemment, beaucoup de gens sont beaucoup excités sur les applications de traçage de virus, etc. Il y a eu beaucoup de discussions sur quel est le pourcentage minimum pour que ces applications soient efficaces et donnent un échantillonnage correct de la population. C'est pas très clair, il faut le dire, c'est pas clair. J'ai l'impression qu'il faut un pourcentage assez élevé pour avoir un bon échantillonnage du réseau,
Donc même si on a 10-20% de gens qui vont utiliser l'application, ça ne suffira pas forcément à donner une bonne image du réseau de contact. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est clair que si on veut une épidémiologie un peu plus précise, un peu plus fine, il faut vraiment travailler sur ce réseau de contact. Et qu'on a plus ou moins, alors il y a tout un tas de questions d'éthique, de liberté individuelle, etc. Mais avec les téléphones portables, on sait où vous êtes, etc. Et on sait combien il y a de personnes dans le bus et tous ces trucs-là. Donc voilà. Après, il faut bien définir dans quel cadre on veut utiliser ça, etc. Bon, mais c'est très compliqué. Et puis en plus, c'est sur la base du volontariat. Hein, donc il y a vraiment beaucoup d'espoir de ce côté-là. Alors, justement, alors je voulais en parler, mais donc l'approche, bon, ça c'est un truc qui a été développé. Il y a peut-être là, on oublie tous ces problèmes de modélisation, puisqu'on regarde vraiment avec les agents centrés le déplacement des individus et leurs statistiques de déplacement. Et là, cette simulation s'est faite avec une résolution qui sont les immeubles. Donc on est au niveau des immeubles et des bâtiments. Donc on a une simulation de 70 millions d'individus qui se déplacent avec leur âge, etc., et qui se déplacent selon des statistiques qu'on connaît assez bien sur disons la distribution de la distance pour aller travailler, etc. Bon, c'est évidemment des machines à gaz, mais on en a les moyens de calcul. Et l'avantage ici, c'est qu'on a des vraies informations sur les chaînes de transmission et du coup sur les fluctuations du nombre d'individus infectés, etc. Donc peut-être que cette approche sera intéressante et complémentaire pour illustrer comment faire un peu de théorie un peu meilleure, en fait. Voilà, je m'arrête là, je suis désolé pour le retard. Hop, oui, désolé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant qui donne une idée de la complexité et de la richesse de ce problème. J'imagine qu'il y a peut-être des questions. Alors, je vais me déplacer avec le micro pour qu'on entende bien. Ah, je touche pas. OK. Deux questions. La première, c'est est-ce qu'on a une idée d'explication des différences entre les différents pays européens? Pourquoi ça se propage? Enfin, pourquoi c'est différent, visiblement? Et la seconde, c'est est-ce que vous pouvez dire des choses sur le rôle du masque? Est-ce que ça intervient dans ce genre de modèle? Est-ce qu'on peut le prendre en compte? Alors, la question plus simple, c'est le rôle du masque, oui. Puisque ça va modifier, on peut le décrire de manière effective, finalement, il y a sans doute des choses un peu plus simples, mais ça décrit la probabilité de transmission. Disons, il y a un paramètre, ça décroît la probabilité de transmission d'un individu infecté vers un individu sain, en fait. Donc c'est essentiellement un facteur plus petit que 1, ça réduit la probabilité de transmission, essentiellement. Donc c'est assez facile à modéliser. Et c'est assez clair que le masque, enfin tel qu'il est, faut distinguer un peu l'émetteur du récepteur. C'est sans doute plus utile quand vous êtes infecté. Ça vous permet de ne pas disperser la maladie, en fait. En revanche, si on a un masque et qu'on se trouve en face de personnes infectées, c'est sans doute un peu moins efficace. Donc là, il faut un petit peu réfléchir, parce qu'il peut se mettre sur le masque. Et après, le masque, en fait, c'est un truc très compliqué à manipuler. Si on le faisait, personne ne le fait comme il faudrait faire, à vrai dire. Alors, c'est pour ça, parce qu'on le touche avec les mains, on le remet, etc. Donc là, c'est mort, en fait. Une fois que, voilà. En fait, il faut imaginer que toute la surface extérieure est contaminée. Et à partir de ce moment-là, il faut le mettre et plus le toucher, et revenir chez soi le soir, l'enlever et le jeter. Donc, bon, personne ne fait ça. Mais en revanche, pour les émetteurs, ça a un rôle, oui. Ça réduit quand même pas mal la propagation. Donc, oui. Voilà. Alors après, les différences de pays à autre, c'est vraiment très très compliqué. En plus, moi, je n'ai pas fait une étude extensive de la littérature, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais bon, on a très clairement les effets. Encore une fois, on voit bien que l'épidémiologie, là, le truc essentiel, c'est la mobilité et les interactions sociales. Donc, et puis la démographie aussi, la densité. Donc il y a des villes plus ou moins denses, des gens qui interagissent plus ou moins, il y a eu des confinements plus ou moins longs. Donc c'est vraiment compliqué. Je pense que personne n'a d'explication vraiment très très claire. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment, encore une fois, les modèles. Enfin, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens un peu haut placés dans la santé publique. Très clairement, ils ont été déçus par les modèles.
les modèles se sont cassés la figure, alors que les datas étaient clairement disponibles. Bon, elles sont ce qu'elles sont, mais les modèles n'ont pas aidé à naviguer un peu. Donc en fait, moi, en particulier, moi, je ne me permettrais pas... Enfin, moi, je ne critique pas le gouvernement, parce que je ne sais pas, moi, ce que je devrais faire. C'est quand même un problème extrêmement compliqué. Et puis, on ne parle même pas du pendant économique, hein, mais simplement du point de vue de l'épidémio, on est un peu dans le flou là, du point de vue des modèles. Simplement, la remontée, par exemple, là, c'est même Einstein qui disait qu'il n'y a que les fous qui pensent que les mêmes causes donnent des effets différents. Une fois qu'on relâchait le confinement, puisque le virus ne varie pas avec la température, etc., c'était évident que ça allait remonter. Il n'a pas disparu. Enfin, vraiment, là, il n'y a même pas de discussion. Mais c'est la dynamique qui est complètement élusive, enfin qu'on n'a pas bien compris. Là. Encore une fois, tous les modèles, enfin la plupart des modèles prévoyaient en France une augmentation spectaculaire mi-juillet. Mi-juillet, ça devait être énorme. Mi-juillet, on n'a rien vu. Il y a eu les vacances avec toute une modification d'interaction et de mobilité, etc. Donc ça n'a pas facilité non plus le travail des modélisateurs. Et là, on se retrouve à la montée, mais qui est... Voilà. Donc tout le problème, c'est la dynamique. Et c'est la dynamique qu'on veut contrôler. Et sans modèle vraiment super performant, c'est compliqué. Hein. Alors justement, les modèles, bon, ça prédit, mais aussi on peut ensuite comparer par rapport à ce qui s'est effectivement passé. Donc par exemple, pour le fait que ça n'ait pas marché pour décrire l'expansion en juillet, est-ce qu'on sait un petit peu ce qu'il fallait corriger comme ingrédient ? Bon, ça, je ne peux pas vous répondre. Ça, il faudra inviter Victoria, par exemple, qui sera capable de donner un très bon speech là-dessus. Oui, je pense qu'il faut inviter... Alors, il y a Victoria Kolitza, il y a Simon Cochemez, qu'on a pas mal vu aussi, qui est à Pasteur. Donc, il y a les gens de l'INSERM et Pasteur qui ont vraiment développé ces modèles. Et je ne sais pas quel est leur retour à l'heure actuelle. Oui. Oui. Et c'est en particulier Victoria qui avait publié tous ces papiers vraiment intéressants sur l'effet du lockdown, etc. Et dans ces papiers, il y a bien la remontée en juillet et qui a servi de base dans pas mal de préparations à la PHP, etc. Mais je ne sais pas quel est l'état de leur réflexion maintenant. Oui, j'avais une question concernant la dynamique de propagation, justement. Vous avez montré que pour la peste noire, on avait un terme diffusif et ça faisait une vitesse, un phénomène un peu balistique. Et dans les épidémies un peu modernes, j'avais lu qu'on pouvait modéliser ça par un vol de Lévy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, alors je suis très critique là-dessus. C'est encore, ça a été un moment, une espèce de buzzword où les gens disaient, en fait, les vols de Lévy, c'était de dire voilà une propagation un peu locale, et puis tout d'un coup, à un temps aléatoire, il y a un saut énorme. Donc on a des longueurs de saut distribuées de manière large. C'est une espèce de modélisation un peu simpliste, mais qui n'est pas... voilà, maintenant, si on veut faire alors, on peut s'amuser avec le modèle. Maintenant, on sait très bien que les propagations, le vecteur principal, c'est le réseau des lignes aériennes, et ça, ce n'est pas décrit par des vols de Lévy. Voilà. Donc, ça a été un modèle un peu à la mode, parce qu'il pouvait décrire certains aspects des propagations d'épidémies, mais il y a quelques papiers, je crois, oui, de Brockman, de Helbing, de ces gens-là. Mais c'est d'aucune utilité pratique, en fait. Non, mais surtout, ça ne sert à rien. Et en fait, il y a plein de modèles, et c'est un peu ce qu'on pourrait critiquer en ce moment. C'est-à-dire qu'on a vu des physiciens, même célèbres, se lancer dans des études plus ou moins numérologiques des data, mais ça ne sert à rien. Et les gens qui font vraiment de la modélisation en épidémiologie savent déjà tout ça et n'ont pas besoin d'avoir une énième version de SIR avec un bruit de Lévy, etc. Ça ne sert à rien. On est soit en fait en épidémio, soit vous mettez vraiment les mains dans le cambouis, là, vous y allez vraiment, mais on n'aura pas de choses très intéressantes et très utiles avec un modèle SI, quelque chose simplifié. C'est un peu, comment dire, brutal, mais alors en revanche, il y a des problèmes mathématiques intéressants qui se posent sur les fluctuations, alors ça oui, pour des gens de physique stat dont je fais partie, il y a vraiment plein de problèmes intéressants. Maintenant, après, il faut savoir où fixer, comment dire, il y a une ligne importante, on fait des modèles pour comprendre les maths, la physique de certains modèles simplifiés. Après, il y a un saut qu'il faut
essayer de ne pas faire trop rapidement à l'application pratique. Et donc, entre ce qu'un modèle simplifié donne et puis après des recommandations qu'on peut donner à un gouvernement, il y a quand même une différence. Voilà. Donc, le vol de Lévy, ça a été à la mode, mais ce n'est pas vraiment vérifié dans les datas, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, j'ai deux questions différentes. La première, c'est que ce soit dans les données ou les théories, est-ce qu'on comprend maintenant quels sont les hubs les plus efficaces pour disperser le virus? Est-ce que c'est les écoles, les bars, les foyers familiaux ou autre chose? Et la deuxième question, c'est concernant, il semble y avoir une périodicité dans le nombre de cas et de décès hebdomadaires. Est-ce que d'où ça vient ça, cette périodicité? Alors, je sais un peu répondre à la première question. Classiquement, on est habitué à ça. Classiquement, pour des maladies comme la grippe ou autres, les hubs sont les écoles. C'est pour ça, d'ailleurs, au début, qu'on a fermé tout de suite les écoles, parce que classiquement, les enfants se contaminent entre eux et ramènent ça à la maison. Donc, en gros, il y a beaucoup de propagation adulte-enfant, enfant-enfant, enfant-adulte. Et du coup, dans la société, les écoles représentent des hubs pour toutes ces maladies-là. Donc ça a été le premier réflexe, mais après, il s'est avéré que donc les enfants n'étaient pas aussi infectés que ça et aussi infectieux, et que du coup, n'étaient pas nécessairement des hubs. Et du coup, les écoles sont ouvertes maintenant. Et maintenant, les hubs, on a vu des effets un peu aléatoires de grandes réunions, etc. Il y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de hub vraiment bien déterminé. Mais c'est très clair qu'on a vu, on a vu des événements de concentration de gens où l'épidémie s'est propagée. Donc les grandes réunions, oui, c'est très clair. Oui, il n'y a pas les grandes réunions non protégées. Les bars, ça en fait partie, bien sûr. Mais bon, on peut imaginer d'autres choses. Hein, mais là, on arrive à tout un tas de problèmes. Mais c'est vrai que c'est anecdotique, mais j'ai entendu parler d'un cas de quelqu'un qui a fait une fête chez lui. Il s'est avéré être positif. Ils étaient 10. Il y en a 6 sur 10 qui sont positifs. Alors, c'est un exemple, mais dans une pièce confinée, il suffit qu'il y en ait un qui fume une cigarette, qui enlève son masque, etc. C'est fini, quoi. Donc, maintenant, des hubs sur lesquels on peut vraiment mettre la main, non, je ne sais pas. Mais encore une fois, il faudrait vraiment réinviter ou regarder un peu les papiers courants, mais quelqu'un qui bosse vraiment tous les jours sur le Covid-19, hein, ce que je ne fais pas. Du coup, vous avez parlé de l'importance pour le départ d'une épidémie du fait d'avoir des hubs du coup, qui sont dans un réseau très connecté avec des grandes fluctuations. Mais est-ce que du coup, ça n'a pas un impact après, puisque si ces personnes sont très connectées, elles sont très infectées, et donc après, s'il y a une forme du fait de d'immunisation, merci, d'immunité. Est-ce que ça n'a pas du coup un effet sur une fin plus rapide aussi de l'épidémie, en tout cas dans les modèles dont vous aviez parlé? Dans les modèles simples, quand on regarde la dynamique, en tout cas, on s'aperçoit que quand on a des hubs, quel que soit l'endroit initialement infecté, l'épidémie arrive très rapidement au hub, puisque par définition, ils sont bien connectés, donc le chemin est très court de n'importe quel point vers ces hubs. Ensuite, une fois que ces hubs sont infectés eux-mêmes, là, les nœuds de degré intermédiaire sont infectés eux-mêmes, et ainsi de suite. Ensuite, les derniers. Et donc, on peut même quantitativement, un modèle simple SIS-SIR dit que sur un réseau sans échelle, le temps typique d'infection étant 1 sur K2 moyen. Alors que pour un réseau normal, ça serait sur 1 sur K moyen, sur le degré moyen. Donc on a un temps extrêmement faible, et ça, c'est effectivement dû à ces hubs qui sont tout de suite... alors, après, c'est vrai que la présence de hubs, une fois immunisés, mais je dirais que c'est un peu trop tard, c'est-à-dire que ça vient après, quoi. C'est-à-dire que les hubs sont infectés, propagent l'infection, tout le monde est infecté, et puis voilà, après c'est un peu fini, quoi. Mais par exemple, des modèles un peu similaires de propagation de rumeurs, par exemple, la propagation de rumeurs qui n'est pas tout à fait comme une épidémie, parce qu'il y a un truc un peu différent dans les rumeurs, on suppose que quand vous êtes infecté, c'est-à-dire vous connaissez la rumeur et vous la propagez, si vous êtes de nouveau exposé à la rumeur, à la fin vous en avez ras-le-bol et vous ne la transmettez plus.
Et là, dans ce modèle de propagation de rumeurs, l'effet des hubs est effectivement, comme ils sont très exposés à cette rumeur, il y a un moment, ils arrêtent de la propager, et du coup, ils arrêtent la propagation de la rumeur. Donc là, c'est un cas où les hubs ont cet effet dont vous parlez, de diminution de propagation de rumeurs. Oui. Est-ce qu'on comprend pourquoi l'épidémie de SRAS et d'Ebola sont finalement très peu propagées? Alors, l'épidémie d'Ebola, alors en fait, le virus d'Ebola, lui, c'est un virus enfin, un peu stupide, c'est-à-dire qu'il est trop mortel, en fait. Le Ebola, en fait, on a des symptômes très rapidement, on est infectieux très rapidement, puis on a beaucoup de symptômes, et on meurt très vite, enfin, pour aller vite. Hein. Donc finalement, c'est un virus qui ne peut pas se propager. À l'autre extrême, il y a un virus qui s'est propagé de manière incroyable, qui est le HIV. On n'a quasiment aucun symptôme, on est infectieux pendant presque toute une vie maintenant, et qui, lui, s'est propagé énormément. Il y a quand même des millions de gens, je ne sais plus où est-ce qu'on en est maintenant, mais c'est vraiment un virus qui s'est très très bien propagé. Donc les deux cas extrêmes, Ebola, lui, il n'est pas du tout adapté à la propagation. Donc lui, on le comprend bien. Et en fait, c'est le mu, finalement, le mu qui est très grand pour Ebola, on passe de mort très vite, et donc du coup, ça donne un seuil qui finalement est assez grand. Et le SRAS, honnêtement, à l'époque, et puis il y avait la grippe aviaire aussi, les épidémiologistes savent depuis très longtemps qu'une vacherie de ce type allait nous tomber dessus. Ça fait longtemps, déjà lors de la grippe aviaire et du SRAS, bien avant, on savait que la probabilité d'émergence d'une maladie, d'une vacherie de ce type, était très grande. Ça, c'était, mais sans connaître ces paramètres épidémiologiques. Donc on savait qu'une épidémie un peu horrible allait arriver. Sur la grippe aviaire, si je ne me trompe pas, personne ne savait à l'avance si elle allait être très mortelle. C'est aussi ça c'est comme ça la complexité, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit les premiers cas, etc. Il faut se souvenir que la grippe aviaire, il y avait même, je pense, des gamins de 20 ans qui sont morts, etc. Donc le moment, voilà, donc Roselyne Bachelot, à l'époque, je crois, avait acheté beaucoup de vaccins, ça lui a été reproché après, mais moi je pense qu'elle a pris la bonne décision, parce qu'on ne savait pas du tout ce que ça allait être. Donc on est sûr de voir des maladies émergentes. Quels vont être leurs paramètres, c'est-à-dire contagiosité, mortalité, etc. Ça, c'est complètement open. Ça, personne, aucun modèle, à ma connaissance, n'est capable de prédire ça. Mais du fait du contact avec tout un tas d'espèces, le chauve-souris en particulier, donc j'ai appris un truc marrant, c'est que chauve-souris, c'est l'anagramme parfait de souche à virus. Et c'est vrai, on est en contact, en fait, ne serait-ce qu'avec la déforestation, etc., on est en contact quand même avec des nouveaux virus et de nouvelles choses. Il y a certains pays, la Chine pour ne pas les citer, où il y a quand même une promiscuité dans certains endroits assez grande entre finalement les êtres humains et puis des espèces animales comme les poulets et le cochon, qui sont finalement la chaîne idéale pour qu'un virus mute et soit transmissible à l'homme. C'est pour ça que tous ces éléments nous faisaient dire à l'époque que c'est sûr on va avoir une maladie émergente. Maintenant, on ne sait absolument pas dire si elle va être mortelle ou pas. Et d'ailleurs, comme ce coronavirus, c'est quand même super bizarre et vraiment on en apprend tous les jours et c'est quand même pas, c'est pas la grippe ordinaire quand même. Hein, c'est un truc très très curieux quand même. Donc voilà. Et c'est ça, on ne sait pas les paramètres lambda, mu, etc. Ça, on ne sait pas les prédire. Et du coup, dans les modèles, il faut les ajuster en temps réel. C'est la complexité en plus, quoi. Mais c'est la surprise à chaque fois. Mais est-ce que ça va recommencer? Oui. Oui, ça va recommencer. On va avoir d'autres trucs après le Covid, on aura autre chose, à des intervalles. Là, le grippe aviaire, etc., 2006, voilà, alors je ne sais pas, il faudrait regarder un peu la fréquence. Ça peut se... Bon, il faut voir. Mais on n'est vraiment pas à l'abri de ce genre de choses, c'est clair. En fait, je pense que vous avez déjà répondu à la question que je me posais. Donc en fait, la topologie du réseau, on l'a définie en gros par N de cas. Puis après, entre ça, cette définition et les simulations très détaillées, enfin numériques comme en dernier, il n'y a rien d'intermédiaire on ne peut pas ajouter d'autres informations générales, statistiques sur la topologie du réseau. Non, mais encore une fois, le réseau de contact n'est vraiment pas connu. Du coup, en fait, le gap, il est même plus entre les simulations agent centré, où là, on essaie de tout mettre.
Donc on a comme des Sims qui se déplacent et qui interagissent, etc. Et puis les modèles comme ça un peu intermédiaires, on est obligé de faire dedans des approximations un peu moyennées, etc. Mais dans lesquelles il y a assez peu de structure du réseau en fait. En France, il y avait donc cette structure sociodémographique donc pour les tranches d'âge, mais sur le réseau, non, il n'y a pas grand-chose. Non. Mais c'est sans doute, c'est sans doute un point important, au moins du point de vue de la théorie, peut-être pour arriver à des modèles robustes, d'introduire d'autant plus qu'on a des mesures maintenant. C'est un peu ça la différence, quoi. C'est qu'on peut essayer d'estimer au moins partiellement ce réseau de contact. Est-ce qu'on a une estimation un peu sérieuse sur quel aurait été le nombre de morts s'il n'y avait pas eu le confinement? Parce qu'on a entendu un peu tout. Est-ce que c'est un ordre de grandeur? Est-ce qu'on peut dire? En fait, ces simulations sont assez compliquées parce que s'il s'agissait d'estimer uniquement le nombre de morts, si on ne fait rien, c'est-à-dire en supposant qu'il n'y ait pas d'hôpitaux, ça c'est un premier calcul. Après, on peut supposer, c'est un calcul un peu plus sérieux, où le nombre d'infectés augmente et donc le nombre en réanimation augmente, etc. Et donc il faut coupler ça aux capacités finalement hospitalières pour avoir un résultat un peu raisonnable. Mais s'il s'agit de faire un calcul, alors je ne connais pas le résultat, mais s'il s'agit de faire un calcul en laissant le truc libre, en supposant on n'a pas d'hôpital, on laisse les gens mourir comme ça chez eux, ça n'a pas tellement de sens en fait. Hein. Et un calcul sérieux, ça serait de dire, voilà, on a une espèce d'augmentation, où il y a une certaine partie va être hospitalisée, une partie va être en réa, voilà nos capacités de réa en temps réel, donc il faudrait coupler ça à un modèle de capacité des hôpitaux. Donc là, tout de suite, ça devient plus compliqué. Et encore une fois, c'est pour ça que la dynamique est si faible, c'est parce qu'on doit l'adapter finalement, enfin si importante, pardon, parce qu'on doit l'adapter aux capacités des hôpitaux. Et c'est tout le truc, c'est qu'on sait que ça va monter, qu'il y aura un pic, mais si on peut étirer la dynamique, ça permet simplement de gérer de manière un peu plus sereine les arrivées dans les hôpitaux. Donc en fait, un vrai modèle, ce que font la plupart des modèles, d'ailleurs je crois dans Pasteur, etc., c'est de regarder un peu le couplage, et ici aussi, hein, je crois que le modèle de l'INSERM, où on regarde les hospitalisations, etc. Donc ça peut donner une idée du nombre d'individus qu'on va devoir avoir à traiter en réa, etc. quoi. Donc c'est vraiment un niveau de complexité, en fait. On est du coup, c'est pour ça on est très 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 loin des modèles qu'on voit, des papiers sur Archive, où on fait SIR, et puis au bout de SIR, on dit ah, ben voilà ce qu'il faut faire pour arrêter l'épidémie, c'est de faire ça, etc. Je crois que là pour le coup, c'est un peu trop simpliste, et il faut qu'on est physicien. Disons, c'est tentant de voir des données, de jouer avec, etc. Mais il y a un moment où il faut se rendre compte de la complexité du problème. Et une solution simpliste sur SIR a peu de chances de marcher. Dernière question? Non. Merci beaucoup. Merci.